Hier, le 2 mars 2026, depuis la base ultra sécurisée de l'île Longue, le président Emmanuel Macron a prononcé un discours. Un discours très attendu, oui. Exactement. Très attendu sur la doctrine nucléaire française. Et sans grande surprise, la sphère médiatique s'est immédiatement emballée. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est ça, les analystes, les chaînes d'infos en continu, les éditorialistes, tout le monde s'est focalisé sur les implications géopolitiques. Les messages envoyés aux grandes puissances. Ouais, la dissuasion théorique, tout ça. Mais pour notre exploration d'aujourd'hui, on va prendre une direction, disons, diamétralement opposée. Tout à fait. On va laisser la diplomatie aux diplomates. Aujourd'hui, on ouvre le capot. Et quel capot! C'est vraiment le grand angle mort des discussions stratégiques actuelles. Derrière les concepts de dissuasion et tous les discours officiels, il y a une réalité matérielle d'une complexité effarante. On parle d'une machine, une infrastructure mouvante qui repousse littéralement les limites de la physique. C'est le mot. Et pour comprendre la véritable nature de cette machine, on s'appuie aujourd'hui sur une enquête technologique extrêmement fouillée. Très détaillé, oui. Elle a été publiée par le média spécialisé Block News. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'on les citera, mais leur travail de fond nous permet aujourd'hui de dépasser le vernis de la communication officielle. Pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, pour plonger dans les entrailles d'un véritable monstre d'ingénierie, le sous-marin nucléaire lancé aux engins de 3e génération. Le fameux SNLE-3G. Le SNLE-3G, oui. Et son nom de baptême donne le ton, il s'appelle l'Invincible. Rien que ça. L'objectif de notre analyse, c'est de comprendre comment, dans un silence quasi religieux du côté des chantiers navals de Cherbourg, la France redéfinit ce qu'il est technologiquement possible de construire. Et c'est un sujet vertigineux. Pour bien l'appréhender, il faut vraiment se défaire de l'image classique du simple navire militaire. L'Invincible n'est pas un bateau. C'est pas un bateau. Non, c'est un écosystème autonome. Imaginons une métropole hyper technologique entière, mais condensée dans un cylindre d'acier. Une métropole sous-marine. C'est ça. On parle de plus de 100 000 appareils interconnectés, de centaines de kilomètres de câblage. Ouais. Et le tout confiné dans un espace soumis à des pressions abyssales. C'est l'une des architectures industrielles les plus denses jamais imaginées par l'esprit humain. Le défi n'est pas seulement naval, il est systémique. Ok, décortiquons tout ça. Commençons par les mensurations de la bête. Allons-y. Parce que les données techniques qu'on a pu extraire donnent littéralement le vertige. Visuellement, si ceux qui nous écoutent veulent se faire une idée concrète, prenons un gratte-ciel de 45 étages. Un bel immeuble donc. Un très bel immeuble. Maintenant, on couche ce bâtiment sur le sol. D'accord. Voilà, on obtient la longueur de l'Invincible. 147 mètres de long pour 12,5 mètres de diamètre. C'est une belle évolution par rapport à la génération précédente, d'ailleurs. La classe Le Triomphant. Oui, qui plafonnait à 138 mètres. Et sur la balance, en plongée, le monstre atteint les 15 000 tonnes. Pour matérialiser ce chiffre, c'est l'équivalent de 10 000 voitures de tourisme compressées dans ce volume. Le volume et la masse sont titanesques, c'est indéniable. Mais bon, construire gros, beaucoup de puissance industrielle savent le faire. C'est vrai. Le véritable tour de force de cette 3e génération, ce qui change absolument toutes les règles du jeu tactique, ce n'est pas sa taille, C'est quoi alors? c'est sa furtivité. Le défi paradoxal de l'ingénierie navale moderne, c'est de prendre ce léviathan de 15 000 tonnes et de le faire disparaître purement et simplement. La fameuse cape d'invisibilité, mais appliquée à la mécanique des fluides et à l'acoustique. Exactement. Et c'est là qu'on entre un peu dans la science-fiction. La coque intégrale est recouverte d'un revêtement anéochique de nouvelle génération. Oui, la peau du sous-marin. Tout le monde connaît le principe des ondes sonores sous-marines. Un émetteur adverse envoie un ping, l'onde frappe l'acier et rebondit, ce qui révèle la position. Le principe du sonar classique. C'est ça. Mais ce qui est dingue ici, c'est que cette nouvelle peau synthétique ne se contente pas d'atténuer le rebond. Elle est chimiquement et structurellement conçue pour avaler l'énergie acoustique. Elle l'absorbe. Absolument. Sur l'écran de détection d'un chasseur de sous-marins adverse, la zone où se trouve l'Invincible ne renvoie aucun écho. C'est un trou noir acoustique. Et maîtriser cette absorption sur une surface aussi gigantesque, soumise en permanence à la déformation de la pression et à la corrosion de l'eau salée, ça relève d'une alchimie des matériaux exceptionnelle. Ah oui, l'eau de mer, c'est impitoyable. Complètement. Mais le son n'est qu'une partie de l'équation. Il y a un autre ennemi mortel pour un sous-marin. Lequel? Le magnétisme. Une masse d'acier de 15 000 tonnes en mouvement crée forcément une anomalie, une cicatrice dans le champ magnétique terrestre. Ah oui, c'est exactement ce que traquent les avions de patrouille maritime, avec leurs détecteurs MAD. Les fameux détecteurs d'anomalies magnétiques, oui.
Ceux qui scrutent l'océan depuis le ciel pour repérer les grosses masses de métal sous l'eau. Précisément. Et c'est pour cela que l'Invincible intègre un blindage magnétique actif et passif d'une complexité inédite. Le but, c'est de lisser sa signature. Lisser le champ terrestre autour de lui? C'est ça. L'objectif est de lisser les lignes de champ terrestre autour de la coque pour que le sous-marin glisse dans le champ magnétique global sans le déformer. C'est complètement fou. Ce n'est pas pour rien qu'Emmanuel Macron rappelait hier que très peu de nations dans notre monde sont capables de concevoir un tel prodige de technologie, un engin qui allie une telle masse à une telle discrétion. Et d'ailleurs, cette obsession de la discrétion va jusqu'à redessiner l'apparence physique du bâtiment. Oui, au niveau de la poupe. Il y a un détail de conception fascinant sur les plans, c'est la gouverne. Sur les anciens sous-marins, on avait cet empennage classique en forme de croix à l'arrière. Le design traditionnel, oui. Mais sur l'Invincible, c'est terminé. On passe à une gouverne en X, un héritage direct des sous-marins nucléaires d'attaque de la classe Barracuda. Ce passage de la croix au X est une révolution en soi. Pourquoi ça? Déjà, ça demande une puissance de calcul informatique bien supérieure pour synchroniser les ailerons. Mais les gains sont majeurs. D'une part, on gagne énormément en manœuvrabilité près des fonds marins. D'accord. Et d'autre part, on s'assure une redondance vitale. Si un aileron est endommagé ou bloqué, les 3 autres peuvent compenser dynamiquement pour maintenir le cap. Une sécurité de plus? Voilà. Mais le nerf de la guerre, ce qui justifie vraiment ce design, c'est l'hydrodynamique. La fameuse traque aux turbulences. Tout à fait. Une gouverne en croix classique génère des vortex, des tourbillons d'eau lors des changements de cap. Et dans l'océan, un tourbillon, c'est une vibration, donc du bruit. Et le bruit, c'est la mort. Exactement. La gouverne en X fluidifie l'écoulement de l'eau de manière dramatique. Or, la règle fondamentale des profondeurs n'a pas changé depuis la guerre froide. Un sous-marin silencieux est un sous-marin qui survit. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on s'enfonce au cœur de ce géant pour voir ce qui l'anime. La salle des machines. On touche au secret industriel le mieux gardé de la République, la chaufferie nucléaire. On parle du réacteur K22, conçu sous la houlette de Technicatom et du CEA. Une merveille d'ingénierie. C'est l'évolution du K15 qui propulse le porte-avions Charles de Gaulle et les Barracuda. Et le K15 était déjà considéré comme une référence mondiale en matière de silence. Mais le K22 semble jouer dans une ligue à part. C'est le cœur inépuisable du système. Ce que le K22 apporte, c'est une rupture paradigmatique dans la gestion de l'énergie navale. Concrètement, ça veut dire quoi? On note d'abord une miniaturisation poussée à l'extrême. On obtient une densité énergétique colossale dans un volume restreint, ce qui libère de l'espace précieux pour l'armement et l'électronique. La place coûte cher à bord. Très cher. Mais la véritable prouesse technologique, celle qui donne des sueurs froides aux états-majors concurrents, c'est sa longévité. Ce cœur nucléaire est conçu grâce à des alliages de nouvelle génération ultra résistants. Résistant à la corrosion et aux radiations? Exactement. Et il est conçu pour fonctionner 60 ans. 60 ans. Juste pour bien imprimer ça à notre auditeur, doit se rendre compte, un réacteur mis en service aujourd'hui qui tournera sans aucun rechargement jusqu'en 2090. Jusqu'en 2090, oui. C'est un changement de paradigme complet. D'habitude, un sous-marin nucléaire doit passer par des IPR. Les interruptions périodiques d'entretien et de réparation. Voilà. Et pendant ces arrêts, on doit littéralement découper la coque épaisse pour recharger le combustible nucléaire. Ça immobilise le bâtiment pendant des années et ça coûte des milliards. C'est le talon d'Achille logistique de n'importe quelle flotte nucléaire. Mais le K22 supprime ce problème. La disponibilité opérationnelle du navire fait un bond spectaculaire. Fini les arrêts de 3 ans en cale sèche. C'est ça. Et il faut garder à l'esprit une réalité implacable. Maîtriser l'intégration d'un réacteur nucléaire naval de cette puissance, de cette discrétion, avec une telle longévité, de la conception à la mise en service. Il n'y a pas beaucoup de monde capable de faire ça. Seuls 3 pays dans le monde savent le faire. Les États-Unis, la Russie et la France. C'est l'aboutissement de 70 ans d'ingénierie acharnée. Impressionnant. Et pour exploiter cette énergie colossale, l'Invincible est doté de sens qu'on pourrait presque qualifier de prédateur. Oui, l'ouïe principalement. Parce que ce n'est pas tout d'être invisible et puissant, il faut voir sans être vu. Et la suite sensorielle détaillée dans l'analyse de nos sources est hallucinante. Vraiment très complète. On a ces énormes sonars sphériques de proue, des antennes de flanc gigantesques plaquées sur les côtés de la coque pour scanner l'océan à 360 degrés, et surtout l'ETBF. L'antenne remorquée à très basse fréquence. Exact. C'est littéralement un câble kilométrique que le sous-marin déroule et traîne derrière lui.
loin du bruit de sa propre hélice, tout ça pour écouter des murmures acoustiques à des centaines de kilomètres de distance. C'est un système nerveux d'une finesse inouïe. Mais capter des pétaoctets de données acoustiques, thermiques et électromagnétiques, ça ne sert absolument à rien si on ne peut pas les interpréter instantanément. Il faut un cerveau pour traiter tout ça. Et c'est le rôle du système Sycops-NG. Le système de combat commun Barracuda SNLE nouvelle génération. Le fameux cerveau? C'est le cortex cérébral du sous-marin. Il va fusionner toutes ces données brutes, éliminer le brut fond de l'océan et dresser une cartographie tactique parfaite. En 3 dimensions. En 3 dimensions et en temps réel. De tout ce qui évolue autour du navire. Ce qui signifie que l'équipage, enfermé dans sa boîte d'acier à 400 mètres sous la surface de l'eau, a une conscience absolue de son environnement. Sans le moindre hublot. Ils savent ce qui se passe à la surface et dans les abysses, sans jamais avoir besoin de remonter ou de lever un périscope. C'est la maîtrise totale de l'espace de bataille. Et tout ce dispositif hallucinant, la furtivité acoustique, le réacteur K22 inépuisable, l'intelligence du Sycops, tout cela n'est au service que d'une seule et unique chose. L'armement. L'armement. C'est la finalité existentielle du SNLE. C'est pour cela qu'il existe, ni plus ni moins. On en arrive donc à la foudre balistique, le muscle derrière le cerveau. L'armement principal de l'Invincible, c'est le missile M51.4. Un programme développé par Ariane Group. On a 16 silos verticaux intégrés directement dans la colonne vertébrale du sous-marin. 16 lanceurs. Chacun abrite un mastodonte de plusieurs dizaines de tonnes, capable de frapper une cible à plus de 10 000 km de distance. 10 000 km. C'est le quart de la circonférence terrestre, frappé depuis les profondeurs de l'océan. Ce qui est fascinant ici, c'est l'escalade technologique de ces missiles. Le M51.4 n'est pas un simple projectile balistique basique. Non. Non. C'est un concentré absolu de technologie de pénétration. Prenons l'architecture MIRV, par exemple. Le Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle. C'est ça. Un seul de ces missiles ne contient pas une seule charge. Il contient une grappe de têtes thermonucléaires distinctes. D'accord. Lorsqu'il atteint sa phase spatiale, hors de l'atmosphère, le missile s'ouvre et chaque tête plonge de manière autonome vers une cible géographique différente à des vitesses hypersoniques. Donc un seul tir, un seul missile sur les 16, ça sature déjà les défenses. Une seule salve sature les défenses adverses sur des milliers de kilomètres carrés. Et il est accompagné de leurres électroniques pour tromper les boucliers antimissiles. Et alors au niveau du guidage, c'est là qu'on a trouvé l'une des caractéristiques les plus stupéfiantes en lisant les données techniques. Sur la navigation. Oui. Pour atteindre une précision métrique à 10 000 km, le missile utilise bien sûr des centrales inertielles classiques, mais il se recale avec les étoiles. La visée stellaire, oui. Quand on s'arrête 2 secondes là-dessus, c'est complètement fou. Attendez, on prend notre arme la plus apocalyptique du XXIe siècle, un sommet de la technologie moderne. Oui. Et on la guide exactement avec les mêmes constellations que les anciens navigateurs polynésiens. Est-ce que ce n'est pas une sorte de régression technologique absurde à l'heure du tout numérique ? C'est une excellente réflexion, le contraste est très saisissant. Mais ce n'est absolument pas une régression, c'est une parade stratégique imparable. Pourquoi ? Pourquoi regarder les étoiles au lieu des satellites ? Parce que dans un conflit de haute intensité, le premier réseau qui sera détruit, piraté ou brouillé, C'est le GPS. c'est le GPS ou Galileo. S'en remettre aux satellites, c'est s'en remettre à une infrastructure très vulnérable. Ah oui, c'est logique. Les étoiles, en revanche, ne peuvent pas être brouillées. Elles ne peuvent pas être détruites par un missile antisatellite. Elles offrent un référentiel astronomique inaltérable. Ce qui garantit que la frappe atteindra sa cible. Quoi qu'il arrive, dans le cyberespace ou en orbite. C'est la définition même de la résilience. D'ailleurs, cette résilience se retrouve dans la conception même des têtes nucléaires. Elles sont très protégées. Elles sont blindées contre les IM, les impulsions électromagnétiques. Si une explosion nucléaire ennemie survient sur la trajectoire pour frire l'électronique du missile, le M51.4 continue sa course sans sourciller. Il est conçu pour traverser l'enfer. Mais pour orchestrer un tel niveau de technologie, il faut une infrastructure interne capable de suivre le rythme. Et c'est là qu'on comprend vraiment l'ampleur du défi informatique à bord du sous-marin lui-même. Pour se faire une image mentale de l'informatique embarquée, l'analogie avec l'aéronautique est bluffante. Oui, la comparaison avec l'Airbus. Quand l'Airbus A380 est sorti, on s'émerveillait devant ses 530 km de câblage. C'était le summum de l'avionique complexe. C'était un record à l'époque. Mais l'Invincible, avec ses 100 000 appareils et composants critiques, évolue dans une galaxie totalement différente.
On parle d'un véritable data center sous-marin qui doit fonctionner en parfaite synchronisation. Sans le moindre accès à un technicien extérieur. Exactement. Et ce, dans un environnement incroyablement hostile. Et la contrainte majeure n'est pas seulement de faire fonctionner ce data center en 2035 lors de sa mise en service. C'est quoi la contrainte alors? C'est de le garder opérationnel et pertinent jusqu'en 2090. C'est pourquoi on assiste à la mise en place d'une architecture évolutive. Un peu comme un ordinateur ou un smartphone qu'on met à jour. Exactement. Historiquement, un sous-marin naissait avec un système de combat figé dans le temps. Le moderniser impliquait des chantiers pharaoniques pour remplacer des armoires matérielles entières. On devait tout démonter. Voilà. Ici, le logiciel et le matériel sont découplés. L'Invincible pourra télécharger des mises à jour majeures, intégrer des algorithmes qui n'ont même pas encore été inventés aujourd'hui. Il va évoluer avec son temps. Il pourra s'adapter à de nouvelles menaces de la même manière qu'on met à jour le système d'exploitation d'un serveur informatique. C'est du future proofing d'une ambition folle. Imaginez que l'équipage des années 2060 manipulera des logiciels d'intelligence artificielle ou des capteurs quantiques qui n'existent pas encore. Sur la même plateforme physique, oui. Le tout intégré sur la même plateforme d'acier conçue dans les années 2020. On comprend mieux pourquoi les ingénieurs de Naval Group décrivent ce sous-marin comme l'un des objets les plus complexes jamais construits par l'homme. Une complexité vertigineuse, effectivement, mais il y a un rouage dans cette immense horloge qui est infiniment plus fragile et complexe que n'importe quel réacteur ou algorithme. Lequel? Le facteur humain. Ah, voilà. C'est le point crucial. Parce que tout ce dont on vient de parler, les missiles, le réacteur, l'IA, rien de tout cela n'est autonome. Non, pas du tout. L'ensemble est piloté par des humains. 100 marins. 60 jours d'affilée en immersion totale. C'est une épreuve extrême. C'est l'équivalent d'une colocation étudiante poussée à son extrême le plus absolu et le plus angoissant. Pas de lumière du soleil, impossible de sortir prendre l'air, coupé du monde. Avec une légère différence sur les responsabilités. Oui, au lieu de gérer la vaisselle, l'équipage gère la propulsion d'un réacteur nucléaire et l'apocalypse balistique. L'image est amusante, mais elle touche du doigt une réalité opérationnelle très dure. L'humain est le maillon faible potentiel. Forcément. Et la conception de ce navire a intégré la psychologie et la physiologie humaine à un niveau inédit pour prévenir toute baisse de vigilance. Par exemple. Prenons la fatigue acoustique. Le bruit sourd et permanent des machines use le système nerveux d'un marin sur le long terme. Les ingénieurs ont donc suspendu des zones de vie entières sur des plots élastomères. Pour absorber les vibrations. Oui, et ils ont insonorisé les cabines avec des matériaux spatiaux pour offrir un véritable silence réparateur. Il y a aussi cette gestion fascinante de la lumière, on l'a vu dans les plans. L'éclairage circadien. Au lieu des vieux méons blafards qu'on imagine toujours dans les films de sous-marins des années 90, l'Invincible est équipé de systèmes LED intelligents. Qui recrée artificiellement le spectre solaire. C'est ça. L'éclairage évolue doucement du lever au coucher du soleil pour tromper le cerveau et maintenir le rythme naturel du sommeil de l'équipage. C'est fondamental pour la santé mentale. Et le plus surprenant, pour un navire censé être un trou noir absolu d'informations, c'est l'intégration de systèmes permettant l'envoi de messages audio très courts. Les fameux famillegrammes. Des messages ultra compressés pour maintenir un lien psychologique avec la terre ferme et les familles. Et ce n'est pas par philanthropie ou pour le luxe, c'est de l'ingénierie de l'infaillibilité. C'est-à-dire, un marin désorienté, déprimé, ou dont l'horloge biologique est complètement déréglée, c'est un marin qui prendra une fraction de seconde de trop pour réagir à une alarme. Et ça ne pardonne pas. Sur un SNLE, la moindre erreur humaine, la moindre faille d'attention peut compromettre la mission entière. Le bien-être de l'équipage est directement corrélé à la crédibilité de la dissuasion. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? C'est la grande question. Quand on assemble toutes les pièces du puzzle de cette exploration, le réacteur inépuisable, la furtivité absolue, la balistique à guidage stellaire et cette ergonomie vitale, quel est le message profond que l'on doit retenir de ce programme monumental? Le message, c'est que ce sous-marin n'est pas le produit d'une entreprise isolée. C'est bien plus grand que ça. C'est la photographie à l'instant T de l'entièreté d'un tissu industriel national fonctionnant à son niveau de maîtrise absolue. L'équipe de France de la technologie, en gros. Exactement. On a Naval Group pour l'architecture navale globale, Technicatom et le CEA pour la maîtrise de la fission, Ariane Group pour la propulsion spatiale des missiles, Thales pour l'acoustique et l'électronique de défense. Que des géants. Oui, mais derrière ces titans de l'industrie gravite un maillage de plus de 400 petites et moyennes entreprises de pointe. Des PME réparties partout. Dispersées de l'Alsace à la Bretagne, qui usinent la moindre valve ou le moindre capteur optique.
C'est un effort national. Et les métriques de cet effort collectif sont turissantes. On parle de 100 millions d'heures de travail cumulées, 5 millions. étalées sur des décennies de conception et de fabrication. C'est un bassin de 3000 emplois ultra qualifiés créés et maintenus sur le territoire. Et non délocalisables. Voilà, c'est la statistique qui clôt le débat sur l'indépendance stratégique. 90% de la valeur ajoutée de l'Invincible est produite en France. C'est énorme. C'est le summum de ce qu'on appelle la souveraineté. On ne peut pas sous-traiter la conception de la dissuasion nucléaire à un autre pays. C'est exact. Ce navire est la démonstration éclatante qu'une nation est encore capable de maîtriser de bout en bout l'ensemble des chaînes de compétences les plus exigeantes de la physique moderne. Une prouesse rare. C'est une synergie industrielle que l'on compte littéralement sur les doigts d'une seule main à l'échelle de la planète. Pour clore cette analyse, cette plongée au cœur de l'ingénierie d'aujourd'hui, il faut vraiment reconnaître que l'Invincible dépasse largement sa fonction première d'outil militaire. Et c'est bien plus qu'une arme. C'est un chef-d'œuvre titanesque de métal, de physique quantique et de code informatique. C'est la matérialisation physique de l'excellence humaine face à des contraintes environnementales et stratégiques qu'on pensait impossibles à surmonter. C'est indéniable. Et pourtant, cela soulève une question importante. Un paradoxe saisissant sur lequel il est intéressant de s'attarder. Je vous écoute. Pensez-y un instant. On réunit les esprits les plus brillants d'une génération. On investit 100 millions d'heures de travail acharné. On pousse la technologie des matériaux, de l'atome et de l'intelligence artificielle dans ses tout derniers retranchements. L'effort d'une nation entière. Tout ce génie collectif est mobilisé pour créer une machine parfaite, dont l'unique et ultime mission est de fuir la lumière, de s'enterrer dans les abysses, dans un silence absolu, et d'attendre un ordre de tir que l'humanité entière espère ne jamais voir prononcer. C'est glaçant dit comme ça. C'est l'ironie fascinante de cette création. Une merveille scientifique construite avec l'espoir absolu de ne jamais servir. C'est vertigineux. Et en poussant cette réflexion un peu plus loin au-delà de ce qu'on a analysé aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de se demander si on ne touche pas là à un point de bascule historique. Comment ça ? Avec l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle autonome et la prolifération des drones sous-marins un peu partout, l'Invincible pourrait bien porter un nom lourd de sens. Le dernier de son espèce ? Peut-être. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'admirer le pinacle absolu, mais aussi le crépuscule des sous-marins habités ? C'est une vraie question pour le futur. La génération suivante, le SNLE 4G, dans 50 ans, embarquera-t-elle encore un seul être humain ? Ou laissera-t-on le sort de la dissuasion nucléaire aux mains d'algorithmes froids, patrouillant silencieusement au fond des océans ? Une perspective assez inquiétante qui redéfinirait totalement la notion même de responsabilité et de guerre. C'est sur cette interrogation fascinante sur l'avenir de la guerre navale que s'achève notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Un immense merci à tous ceux qui nous écoutent d'avoir partagé cette exploration avec nous. Merci à tous. Continuez à interroger le monde qui nous entoure, restez curieux des mastodontes de technologies qui sillonnent nos océans dans l'ombre, et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'information.